Et si une seule seconde dans le ciel pouvait faire basculer la paix en guerre? Imaginez, à des milliers de mètres au-dessus de la Baltique, un F-15 américain s'approche dangereusement d'un bombardier stratégique russe, Tu-22M3. L'air est chargé de tension. La moindre erreur, une hésitation, et l'incident peut exploser en scandale international. Mais à la dernière seconde, un Su-27 russe intervient. Une voix glaciale tranche le silence. Atochel. Un mot, une commande, et la crise retombe. Pour cette fois. Sauf que ce n'est pas une scène de film, ni un simple exercice. C'est un face-à-face réel, là où chaque mètre d'espace aérien et chaque seconde de réaction peuvent décider du destin de la paix ou de la guerre. Pourquoi ce F-15 s'est-il approché si près? Que voulait-il vraiment tester, et pourquoi la réponse russe a-t-elle été aussi rapide, aussi maîtrisée? Ce genre d'incident, ce n'est pas qu'une provocation isolée, c'est le reflet d'un ballet précis où chaque geste est un message, où la discipline et la réputation professionnelle font parfois plus pour la stabilité que tous les discours diplomatiques réunis. Car la frontière entre manœuvre professionnelle et provocation délibérée est fine, presque invisible. Là-haut, dans le cockpit, la pression est immense. Turbulence, stress psychologique et surtout le risque que tout dégénère. Un mauvais calcul, une interprétation hâtive et ce qui n'était qu'une démonstration de force peut déclencher une crise majeure aux conséquences humaines, diplomatiques, économiques impossibles à maîtriser. Mais que cache vraiment cette brève commande Atochel? Pourquoi l'avion américain a-t-il obéi alors qu'il aurait pu insister? Pour comprendre ce qui s'est joué dans ces secondes tendues, il faut revenir au contexte, décortiquer chaque manœuvre, chaque intention. Accrochez-vous, car ce qui s'est passé dans le ciel de la Baltique en dit bien plus long sur l'état du monde que n'importe quelle déclaration officielle. Suivez-moi, on remonte le fil de l'incident. Pourquoi le moindre écart dans cet espace aérien sensible peut-il avoir des répercussions mondiales? Imaginez un instant le ciel au-dessus de la Baltique. Un patchwork d'avions civils, de vols commerciaux, de patrouilles militaires de l'OTAN et de la Russie. Dans ce balai aérien surchargé, chaque trajectoire compte et la moindre improvisation peut faire basculer la situation de la routine à la crise. Ce jour-là, un Tu-22M3 russe, un bombardier stratégique, lourd, conçu à l'origine pour porter la puissance de feu nucléaire sur des milliers de kilomètres, suit un vol planifié en approchant des eaux internationales. Même si sa mission du moment n'a rien d'agressif, la seule présence d'un tel appareil dans cette zone attire forcément l'attention. Car dans cette région, l'arrivée d'un bombardier stratégique est toujours interprétée comme un message, et chaque appareil de ce type est scruté à la jumelle, suivi par radar, et bien souvent accompagné. Pour assurer sa protection, le Tu-22M3 est escorté par un Su-27. Ce n'est pas n'importe quel avion d'accompagnement. Le Su-27, c'est la réponse russe à la supériorité aérienne, un chasseur taillé pour tenir tête aux meilleures plateformes occidentales. Son rôle? Interdire tout rapprochement jugé excessif, dissuader les tentatives d'identification trop intrusives et montrer que la Russie ne laisse jamais ses oiseaux stratégiques voler seuls. Mais voilà, la Baltique n'est pas un ciel vide. C'est un véritable carrefour aérien, où la proximité des frontières, le nombre d'avions en l'air et la tension politique transforment chaque vol militaire en événement potentiellement explosif. Ici, les règles écrites et surtout non écrites sont claires. Garder une distance de sécurité, éviter les manœuvres brusques et surtout, ne jamais mettre en danger la vie des équipages ni provoquer une collision. Pourtant, la tentation est grande pour chaque camp de tester l'autre, de s'approcher juste assez pour observer, photographier ou simplement envoyer un signal. Nous sommes là, nous surveillons, nous sommes prêts. Dans ce contexte, l'identification visuelle prend toute son importance. Pour les pilotes de l'OTAN, s'approcher du Tu-22M3, vérifier son immatriculation, ses équipements, c'est une mission de routine, mais à haut risque. Car trop se rapprocher, c'est risquer l'incident. Un faux pas, une mauvaise interprétation, et tout peut s'enclencher. Les alarmes retentissent au sol, les centres de commandement se mobilisent, civils et militaires doivent en quelques secondes décider de la suite.
Et dans un environnement aussi saturé et tendu, il suffit parfois d'un mètre ou d'une seconde pour passer d'un simple vol d'escorte à un incident international. C'est là que la discipline et le professionnalisme des pilotes deviennent cruciaux. Car au-delà des déclarations politiques, ce sont les hommes et femmes dans les cockpits qui portent, à chaque vol, le poids de la stabilité régionale, de la confiance du public et de la réputation de leur pays. Eux seuls, par leur maîtrise, peuvent empêcher qu'un geste mal interprété ne devienne une étincelle. Mais ce jour-là, la distance a été franchie, et le conflit latent est devenu palpable. Quand chaque geste dans le cockpit peut devenir un argument devant les tribunaux internationaux, c'est là que se joue, souvent en silence, la véritable bataille. Imaginez la scène. Le ciel de la Baltique, déjà saturé par la tension politique, deux chasseurs qui se rapprochent, chacun mesurant chaque mètre, chaque mouvement. L'Américain, un F-15, machine iconique héritée de la guerre froide, s'approche à une distance critique d'un appareil stratégique russe. À ce moment-là, le moindre écart, la moindre hésitation, et tout peut basculer. Le pilote russe, aux commandes de son Su-27, n'a que quelques secondes pour décider comment réagir. Pas de place pour l'improvisation ni pour la panique. Son rôle, c'est de protéger, mais surtout de ne pas offrir à l'adversaire le moindre prétexte. Il se positionne alors de façon millimétrée, ni trop près pour qu'on l'accuse de provocation, ni trop loin pour laisser croire à une faiblesse. C'est ici qu'entre en jeu la notion de « vitesse nenni », le déplacement calculé. Il ne s'agit pas d'un dogfight hollywoodien, mais d'une manœuvre de précision où l'objectif est simple. Forcer l'autre à reculer, à augmenter la distance, sans même toucher, sans geste brusque. Une pression psychologique, mais aussi une démonstration de professionnalisme. Le F-15, face à cette réponse froide et contrôlée, n'insiste pas. Il ralentit et s'éloigne. Officiellement, il n'y a eu ni contact, ni violation manifeste. Mais sur les écrans radars et dans les enregistrements, chaque seconde, chaque position, chaque mot échangé à la radio, tout est consigné, analysé par des experts. Dans ce théâtre de haute voltige, ce sont ces détails qui auront du poids si jamais la scène devait être jugée sur la place publique. On ne parle plus de simples avions, mais de porte-drapeaux, porteurs de réputation et d'équilibre régional. C'est là que la discipline et le sang-froid deviennent les vraies armes. Un simple geste trop brusque, une réaction émotionnelle, et le scénario aurait pu tourner au drame ou au scandale diplomatique. Dans ce jeu de nerfs, le Su-27 a réussi à montrer la détermination sans franchir la ligne rouge, renvoyant le message que l'espace aérien balte n'est pas un terrain vague pour des provocations gratuites. Le signal envoyé est clair, chaque mètre est surveillé, chaque manœuvre pesée. Mais ce n'est pas seulement une affaire de pilote ou de cockpit. Derrière cette scène, il y a des bases aériennes en alerte, des radars braqués, des officiers qui scrutent la moindre anomalie et des gouvernements prêts à exploiter chaque incident pour renforcer leur discours. La réaction du Su-27, aussi froide qu'efficace, a évité la montée aux extrêmes. Mais ce fragile équilibre, maintenu par le professionnalisme de quelques hommes dans le ciel, dépend aussi des décisions qui se prennent bien plus loin, sur le plan politique. Car en fin de compte, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si aujourd'hui l'incident n'a pas dégénéré, c'est grâce à la rigueur des procédures et à la maîtrise des équipages. Mais la pression reste forte, et chaque nouvel épisode peut être celui de trop. Ce n'est pourtant pas qu'une affaire de cockpit. Le contexte politique amplifie chaque geste dans le ciel. Quand une simple vidéo de cockpit devient un outil stratégique dans la guerre de l'opinion. L'incident au-dessus de la Baltique, ce n'est pas juste une histoire de jet qui joue à se frôler. C'est aussi une bataille d'images, de récits, et surtout de réputation. Chaque seconde filmée dans le cockpit, chaque échange radio enregistré, finit tôt ou tard sur les chaînes d'infos, dans les réseaux sociaux, disséqué, analysé, récupéré pour servir une cause ou une autre. Ces images, qui auraient pu n'être qu'un banal témoignage technique, deviennent des armes dans la guerre de l'information. Elles servent à prouver la maîtrise, à justifier les réactions, à galvaniser l'opinion publique et parfois même à intimider l'adversaire. Dans le contexte actuel,
Marqué par une rhétorique politique ultra tendue en Europe, chacun scrute la moindre manœuvre, le moindre mot échangé dans les airs. Ce n'est pas un hasard si, dès que la séquence a circulé, les experts, les officiels et même les internautes se sont emparés du sujet. D'un côté, la fierté nationale, nos pilotes ont gardé la tête froide, preuve de leur discipline. De l'autre, la suspicion ou l'indignation, regardez, encore une provocation. Et c'est bien là que réside la fonction symbolique de cet incident. Il devient le miroir d'une rivalité plus large, un test permanent des lignes rouges, où chaque partie cherche à montrer sa supériorité sans jamais franchir le point de non-retour. Mais ce qui compte, au-delà des discours, c'est la réputation. La réputation de professionnalisme, forgée non sur un coup d'éclat, mais sur des dizaines, voire des centaines, d'incidents similaires qui, eux, se sont résolus pacifiquement, souvent dans l'ombre. C'est ce professionnalisme qui inspire la confiance dans les institutions militaires, pas seulement auprès de leur propre population, mais aussi, paradoxalement, chez l'adversaire. Car tout le monde sait qu'en Baltique, la densité du trafic aérien, civil comme militaire, ne laisse aucune marge à l'improvisation. Une simple erreur, un réflexe mal calculé, et c'est la mécanique infernale, crise, accusation, escalade. La moindre fausse manœuvre serait exploitée instantanément dans la guerre de l'information. Un virage trop brusque ou une parole mal interprétée, et tout s'emballe. Les chaînes d'infos se précipitent, les réseaux s'enflamment, et la pression politique monte. C'est une réalité. La crédibilité des forces armées, la stabilité de la région, toute la sécurité collective dépendent de la capacité à éviter l'irréparable, à rester maître de ses nerfs. Cette fois, l'incident s'est limité à un échange bref et à un éloignement maîtrisé, mais la Baltique reste une zone sous haute surveillance, où la tension ne retombe jamais vraiment. Alors, que nous apprend ce face-à-face pour l'avenir? Quels enseignements tirer pour éviter que, demain, une manœuvre ordinaire ne dégénère en crise majeure? Dans ce jeu de nerfs, ceux qui respectent les règles gagnent plus que la simple survie. Voyez-vous, dans les hautes sphères de l'aviation militaire, la discipline n'est pas un mot creux, c'est une nécessité vitale. Chaque commande passée dans le cockpit, chaque manœuvre anticipée, chaque distance respectée, tout est enregistré, analysé, enseigné. Les pilotes, qu'ils soient à bord du Su-27 russe ou du F-15 américain, savent qu'à chaque seconde, la réputation de leur armée et la stabilité régionale reposent sur leurs épaules. Dans l'incident au-dessus de la Baltique, le Su-27 a joué son rôle de bouclier, imposant une réaction proportionnée sans jamais tomber dans la provocation gratuite. Il ne s'agissait pas d'un simple exercice de muscles, mais d'un test de sang-froid. La tentation d'improviser, dans ces espaces saturés où chaque mètre compte, aurait pu être fatale. Un geste brusque, une distance trop courte, et c'est l'escalade. Mais à la place, c'est la rigueur qui l'a emporté. Un signal net, une manœuvre d'évitement maîtrisée, et l'incident est resté ce qu'il devait être, un avertissement, pas un drame. Ce n'est pas un hasard. La coordination entre la défense au sol et le contrôle aérien a été cruciale. Les instructions transmises sont claires, les procédures répétées, et même sous tension maximale, l'ensemble de la chaîne reste soudé. C'est cette organisation, cette capacité à garder la tête froide, qui fait la différence entre un simple épisode et une catastrophe aux conséquences incalculables. On pourrait imaginer deux scénarios pour l'avenir. Soit ce professionnalisme prend racine, chaque épisode sert de rappel et les règles sont renforcées, réduisant le risque d'incidents graves. Soit, au contraire, la fréquence des rencontres augmente, la tension monte, et un jour, une erreur, même minime, fait basculer la situation. Car il faut bien le comprendre, la zone de diplomatie qui subsiste dans le ciel n'existe que par la maîtrise de chaque pilote, de chaque opérateur radar, de chaque décideur. À tout moment, cet espace vital se réduit à quelques mètres, quelques secondes. Une erreur humaine, et les conséquences seraient immédiates, pour la paix, pour les vies, pour l'équilibre global. En fin de compte, ce que l'on retient, c'est que la meilleure arme pour préserver la paix n'est ni le discours musclé, ni la technologie de pointe, mais cette discipline invisible qui empêche une simple rencontre de tourner au drame.
reste alors une question, et une leçon à méditer et à partager. Aujourd'hui, une distance a été rétablie. Demain, tiendrons-nous toujours la ligne? Ce qui vient de se jouer dans le ciel balte n'est pas un simple épisode spectaculaire ou un fait divers militaire. C'est un test grandeur nature, un rappel brutal que, parfois, ce sont des gestes silencieux, une poignée de secondes, ou quelques mètres en trop qui séparent la routine de la catastrophe. On parle souvent de diplomatie, de traités, de grands discours, mais là-haut, dans le vacarme des réacteurs, tout repose sur le calme, la discipline et le professionnalisme absolu des pilotes et de leurs commandants. Ce que cette affaire révèle, c'est que la paix n'est jamais acquise. Elle repose sur une tension permanente, un équilibre fragile, où chaque intervention, chaque interception, chaque manœuvre devient un jeu d'adresse avec, à la clé, la stabilité régionale, la sécurité collective et, ne l'oublions pas, des vies humaines. Le monde entier peut discuter, condamner ou justifier, mais au final, dans ces moments critiques, c'est le sang-froid d'un équipage, la rigueur d'un protocole qui font la différence. Cet incident au-dessus de la Baltique prouve que la maîtrise prévaut encore, cette fois. Que la réputation des forces aériennes ne se joue pas dans les communiqués de presse, mais dans la capacité à tenir la bonne distance, à choisir la retenue plutôt que la surenchère. Mais combien de fois la chance nous sourira-t-elle si la pression monte? En tant que spectateurs, citoyens, nous sommes peut-être loin des cockpits, mais nous ne sommes pas indemnes des conséquences. La confiance dans nos institutions militaires et politiques se construit aussi sur notre compréhension de ces risques, sur notre capacité à débattre et à exiger que la prudence l'emporte sur la provocation. Alors, posons-nous la question ensemble. Peut-on espérer que de telles tensions disparaissent, ou sont-elles inévitables dans le grand jeu géopolitique? Que pensez-vous, vous qui regardez? Vos avis comptent, car ce sont aussi eux qui pèsent, à terme, sur les choix des décideurs. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, c'est ensemble que nous pouvons, peut-être, garder cette distance si précieuse entre la paix et le chaos.